Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Dans le grand format de ce dimanche 7 juin 2026, nous parlerons de la jeunesse qui est désormais face au défi de la souveraineté numérique. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse, c'est la réalité qui redéfinit le monde à une vitesse vertigineuse. Comment les jeunes d'Afrique et surtout ceux du Bénin vivent-ils le rythme de l'algorithme pendant que certains sont juste connectés, quelques-uns sont créatifs et beaucoup d'autres sont pris au piège de la distraction passive. Pour en parler dans cette émission, nous allons recevoir Paul Arnaud Deguénon. Il est spécialiste de l'innovation dans les médias. Il nous expliquera le rôle de l'école, des centres de formation et surtout de la cellule familiale dans cette révolution qu'impose désormais l'intelligence artificielle. Nous aurons également droit au décryptage de l'actualité. Ce sera avec notre confrère Aziz Adam Soulé. Nous parlerons certainement des retombées de la tournée sous-régionale du président Romuald Ouadani et les nominations qui se poursuivent du côté du palais de la Marina. L'artiste que nous recevons ce dimanche n'est pas une novice dans l'arène musicale. Pendant longtemps, elle a mis sa voix au service de grandes icônes de la musique comme le regretté Jacob Devarieux, Angélique Kidjo, Sagoran Danialo et Senghila pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, sous le nom de Sengan, elle a décidé de mettre son talent au service de sa propre histoire. Et déjà, elle s'impose comme l'une des figures de pro de la nouvelle scène live béninoise. C'est une artiste entière, une voix de femme forte et inspirante que nous allons découvrir dans cette émission. Voilà ainsi déclinées les grandes articulations du grand format de ce dimanche 7 juin 2026 que nous démarrons tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, 130 253 candidats répartis dans 224 centres de composition sur l'ensemble du territoire national vont à l'assaut du BEPC dès demain au Bénin. Cet effectif comprend 64 317 filles, dont 65 936 garçons, soit 50,62%. À quelques heures du lancement des épreuves, le ministre de l'Enseignement secondaire délivre un message à tous les acteurs du système éducatif. Dans ce journal, un extrait de son message. Nous ferons également un zoom sur le petit train de Cotonou. C'est un véhicule à double wagon qui révolutionne les habitudes touristiques dans la capitale économique du Bénin. Profitant de la tendance baissière des activités scolaires dans les établissements, un groupe de seniors a choisi ce jeudi pour offrir à ses petits-enfants un moment de découverte et d'immersion à Cotonou au bord de ce singulier moyen de déplacement. Alors qu'on les croyait définitivement rangés au placard avec les souvenirs des décennies passées, les pantalons oversize font leur grand retour et s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement? Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les candidats au brevet d'études du premier cycle affrontent dès lundi prochain, demain évidemment, les épreuves écrites. Ils sont pour cette session de juin 2026 au total 130 253 candidats répartis dans 224 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Cet effectif comprend 64 317 filles contre 65 936 garçons, soit 50,62%. À l'orée donc du lancement officiel de la phase écrite de cet examen, le ministre de l'Enseignement secondaire a adressé un message à tous les acteurs du système éducatif. Voici pour vous un extrait de son message. Je me réjouis de la participation de 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles représentant 34,42% et 40 garçons, soit 65,78%. Leur présence à cet examen national constitue une illustration éloquente de l'engagement du gouvernement en faveur d'une école inclusive, garantissant à chaque apprenant, sans distinction, les mêmes chances de réussite et d'épanouissement. À tous les acteurs du système éducatif, je voudrais donner, au nom du gouvernement, l'assurance que les dispositions idoines ont été prises pour garantir le bon déroulement des compositions
dans les conditions de sécurité, de sérénité et de quiétude sur l'ensemble du territoire national. J'invite les parents à faire preuve de vigilance accrue pour protéger les enfants contre les intempéries, veiller à leur ponctualité et s'assurer de leur présence dans les centres de composition aux heures indiquées, munis de leurs pièces d'identité et de tout le nécessaire requis. J'en appelle également au professionnalisme des surveillants de salle, des chefs de centre et des superviseurs. Chers candidates et chers candidats, les efforts que vous avez consentis, les sacrifices que vous avez acceptés, les longues heures de révision et la persévérance dont vous aviez fait preuve constituent déjà les fondements de votre réussite. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 7 juin la journée africaine des frontières. Population frontalière et sécurité nationale construire ensemble un territoire résilient. C'est le thème de cette 16e édition qui coïncide avec le 13e anniversaire de la semaine des frontières béninoises. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette journée, précise le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Maman Cissé. C'est à travers un message qu'il a adressé à la population à l'occasion de cette célébration. Nous allons suivre. Cette commémoration trouve son fondement dans la nécessité de valoriser les espaces frontaliers en les érigeant en de véritables havres de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Au plan national, plusieurs activités sont prévues pour marquer cet événement, dont entre autres l'organisation dans les communes frontalières de Kérou, Tchaourou, Dogbo, Savalou et Savé d'ateliers sur le rôle de la BGF dans la construction de la résilience au sein des communautés, l'organisation de consultations médicales foraines dans la commune de Tchaourou, la sensibilisation des acteurs universitaires sur les facteurs de vulnérabilité et les mécanismes de résilience communautaire. La Journée africaine des frontières constitue une belle opportunité pour rappeler à la communauté africaine que, loin d'être de simples lignes de démarcation, les frontières doivent servir de passerelle et d'interconnexion entre les communautés. C'est également une occasion pour inviter les États à raffermir leur coopération et à valoriser pleinement les bénéfices de l'intégration africaine. Le thème de cette année vise également à sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs, les acteurs frontaliers ainsi que l'opinion publique sur l'importance d'une gouvernance maîtrisée des frontières, gage de stabilité et de cohésion sociale pour atteindre l'ambition d'une Afrique affranchie des conflits. Au Bénin, sous le leadership du président Romuald Ouaddaï, le gouvernement s'est résolument engagé, à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers, à réduire les vulnérabilités des populations frontalières et à consolider leur résilience. Plusieurs projets et programmes seront orientés vers nos frontières pour accroître le vivre ensemble et le sentiment d'appartenance à la nation. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez le petit train de Cotonou? Eh bien, c'est un véhicule à double wagon qui révolutionne les habitudes touristiques de la capitale économique du Bénin. Profitant de la tendance baissière des activités scolaires dans les établissements, un groupe de seniors a choisi ce jeudi pour offrir aux enfants un moment de découverte et d'immersion à Cotonou à bord de ce singulier moyen de déplacement. Nous allons découvrir ensemble. Embarquent dans le petit train de Cotonou ce matin de jeunes écoliers en fin d'année scolaire et leurs grands-parents. Ce groupe familial s'apprête à vivre un moment d'évasion hors du commun au cœur même de la capitale économique. Et déjà, dans les yeux pleins d'étoiles et sur les lèvres déliées, se lisent excitation et curiosité. On peut aller visiter quelques sites du Bénin. On nous a dit que le petit train peut nous permettre de faire des découvertes des places touristiques dans le pays. Bon, c'est ça. Et la première des choses, c'est juste tirer plaisir de la journée. Passagers confortablement installés, conducteurs et guides en place, véhicules rodés à point,
La balade peut commencer. Propulsé à une vitesse de 20 km/h, le petit train écarlate quitte la place de l'Amazone et s'engage sur le boulevard de la Marina. Fresque murale du port de Cotonou, monument aux dévoués, palais de la Marina, place du souvenir, place Biorguera, aéroport international Bernardin Cantin. Sous les sonorités entraînantes d'une playlist taillée sur mesure, et les présentations instructives du guide accompagnateur, le convoi passe en revue les sites majeurs sur le tronçon, boulevard de la Marina, route des pêches. Le voyage aura duré environ 1 heure. C'est une excellente journée pour nous. Nous avons l'habitude de faire des sorties comme ça, sorties mensuelles. Nous sommes 4 mamies. On est sortis pour nous distraire, nous balader dans le petit train. Quel souvenir! Et ce voyage m'a permis de faire de nouvelles expériences. Par exemple, les murs, le long mur, des dessins qu'on a vus et le monsieur qui nous expliquait. Et j'ai bien compris ces choses. On a choisi de montrer ces points stratégiques-là pour ceux qui viennent au Bénin et qui ne connaissent pas encore Cotonou. Mais pour ceux qui connaissent également Cotonou, c'est encore un autre moyen de redécouvrir Cotonou moderne. En dehors de cet itinéraire, le petit train de Cotonou propose à ses visiteurs 2 trajets non moins immersifs. Nous avons celui de 30 minutes à 35 minutes que nous appelons Circuit Express. Ça, c'est rapidement, on le fait et ça reste uniquement sur ce boulevard. Mais nous avons également les points clés comme la place de l'Amazone, le mur du patrimoine, le jardin Mathieu, la présidence de la République. Mais cette fois-ci, nous continuons Biorguera et nous revenons encore ici à notre point de destination. Inauguré en janvier 2026, le petit train de Cotonou est disponible pour des tours de ville tous les jours de la semaine. Je l'annonçais en titre, on les croyait définitivement rangés au placard avec les souvenirs des décennies passées. Et pourtant, les pantalons oversize font leur grand retour et s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Toffa. Large, ample et parfois imposant, les pantalons oversize s'imposent de nouveau dans les garde-robes. Une tendance qui tranche avec les coupes ajustées ayant dominé la mode ces dernières années. Avant là, tout le monde fut être coincé, mais aujourd'hui, tu seras relax dans ton habillement, il faut être relax. Ouais, non. Avant là, tout le monde porte les jeans cintrés, mais aujourd'hui maintenant, on a refusé. Mais il y a d'autres qui vont dire que mon pantalon va ça que tu vas me faire. Il faut que le cuisse là, ça c'est un peu, ou bien le genou, c'est en bas qui va un peu large. Alors que ça, ce n'est pas pantalon oversize, c'est toute mesure, du haut jusqu'en bas. C'est ça qui est palazzo. Chez les jeunes, le phénomène ne passe pas inaperçu. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de confort. Pour d'autres, c'est une manière de suivre les codes vestimentaires du moment. J'ai l'habitude de porter, mais je porte aussi beaucoup ces derniers temps parce que c'est revenu à la mode. On n'est pas trop serré dans l'habit, on se sent à l'aise, on peut marcher confortablement, on peut bouger comme on le souhaite. C'est un truc qui est un peu à la mode. En fait, c'est passe-partout, c'est relax. J'aime trop, j'adore, c'est simple. Je porte ça pour aller au boulot, à la plage, au resto, des sorties entre amis, avec mon chéri. Je suis vraiment à l'aise dedans. Selon les spécialistes de la mode, ce retour s'inscrit dans un mouvement plus large de réinterprétation des tendances des décennies passées. Une mode revisitée et largement portée par l'influence des réseaux sociaux. C'est les pantalons, c'est du ancien temps, hein, mais c'est ça qui revient encore à la mode. Mais tu sais à l'aise, aujourd'hui maintenant, c'est oversize qui est à la mode. Et ça ne va plus démoder. Simple effet de mode aux tendances appelées à durer. Une chose est sûre, le pantalon oversize a retrouvé sa place dans le paysage vestimentaire et continue de séduire un public toujours plus large.
Parlons à présent de cette sortie médiatique conjointe du porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé. Les deux hommes étaient face à la presse ce vendredi pour apporter des précisions sur les mesures sociales prises récemment au Conseil des ministres et qui sont relatives au secteur de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Voici le compte rendu. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Voilà qui concrétise l'une des promesses du président Romuald Wadaï lors de la présentation de son projet de société. Et cette conférence de presse offre justement l'occasion aux journalistes de mieux appréhender les contours de cette importante mesure sociale prise par le Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier. Un enfant qui vient et qui est en train de convulser, vous savez, c'est vraiment le cas typique que nous avons. L'enfant convulse, si vous ne faites rien, cet enfant peut mourir. Et quand je vais à la maternité, par exemple, vous avez une femme qui est en train de... Elle a accouché peut-être, elle est en train de saigner à flot. Si vous ne faites rien également, elle va se vider de son sang et va mourir. C'est des urgences qui mettent en jeu immédiatement la vie du patient si vous ne posez aucun acte. Et le président l'a dit, on soigne d'abord et après on discute des questions de recouvrement. On n'en fait pas une priorité. L'objectif de la mesure, c'est d'abord de sauver les vies. L'autre sujet abordé au cours de cette rencontre, c'est la mesure relative à la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire et technique public pour toutes les filles qui sera effective sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée prochaine. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique, nos filles ne payent rien. C'est ça ce que la mesure veut dire. Et ça traduit un message. Le message du gouvernement que nos filles, jusqu'à un certain âge, comme les garçons, ont le droit d'aller à l'école. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Dans le domaine de l'agriculture, des mesures sociales ont été aussi prises en faveur des producteurs. D'autres sujets d'actualité ont été également abordés au cours de cette conférence de presse du gouvernement. Et au sujet des mesures sociales prises par le gouvernement au profit de divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture, Canal 3 Bénin a tendu son micro à Arsène Yaovi, conseiller municipal au sein de la commune d'Abomey-Calavi, président de la commission en charge des affaires sociales, sportives et culturelles, membre actif du Parti républicain, pour recueillir son appréciation. Nous allons suivre. Et lors de la présentation du projet de société, beaucoup de Béninois étaient surpris de certaines dispositions de ce projet de société-là. Il y en a qui étaient sceptiques, il y en a qui ont dit est-ce que c'était faisable, est-ce qu'il va le faire quand il sera élu? Et aujourd'hui, et à la suite du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, je pense que nous sommes tous unanimes pour reconnaître que nous avons élu un président qui est un homme de parole, un homme de principe et un homme de parole, parce que son premier conseil des ministres est consacré essentiellement à des mesures sociales, parce que nous savons qu'au Bloc républicain, que pour aller plus loin, comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous devons faire un peu plus de social. Et le chef de l'État vient ainsi de prouver cela, et nous en sommes très heureux. Et c'est pour cela que notre parti, le Bloc républicain, à travers son président, le président Abdoulaye Biotchani, a sorti le communiqué que vous avez lu pour dire un grand merci au président Romuald Wadaï, la reconnaissance du Bloc républicain, et en même temps, le président n'a pas hésité à demander au groupe parlementaire, le Bloc républicain, de donner son accord de principe à l'ensemble de ces mesures-là à travers le collectif budgétaire qui sera voté par l'Assemblée nationale. Tout ce qui est décidé là, lors du premier conseil des ministres, était déjà dans le projet de société du candidat. Avec ce qui est fait là, je suis sûr que d'autres mesures vont suivre. Et ça va être avec le même engagement. Et le Bloc républicain, notre parti, le parti du peuple, le parti des jeunes et des femmes, sera là avec le président pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet de société. Parce que c'est un projet de société qui prend véritablement en compte
leurs problèmes, leurs aspirations, et nous leur demandons de faire confiance au chef de l'État. Ça vient de commencer et ça commence très fort. Ça va rester ainsi, ça va continuer ainsi. Le président Abdoulaye Biotchane l'a dit dans son communiqué, le Bloc républicain se tient prêt. Après l'avoir aidé à gagner le pouvoir, le Bloc républicain se tient prêt à l'accompagner dans l'exercice de ce pouvoir pour la réussite de ce septennat. Parce que la réussite du président Romuald Wadaï, c'est la réussite du Bloc républicain. Parce qu'avant tout, il fut le candidat du Bloc républicain et de la majorité présidentielle. Et sa réussite est la réussite de nous tous. Autre volet de l'actualité nationale, du 26 au 29 mai dernier à Noisy-le-Grand en France, plusieurs élus des communes du Bénin, notamment Boumé-Calavi, Baniko, Arabanté, Cotonou et Malanville, ont pris part à un séminaire de coopération décentralisée organisé par SAV Plus Formation. Au-delà de cette session, le séjour en France des autorités locales s'est poursuivi avec la participation des délégations au Salon des maires d'Île-de-France tenu les 2 et 3 juin à Paris. Considéré comme un rendez-vous majeur des collectivités territoriales françaises, ce salon a été un véritable carrefour d'opportunités pour les participants. Voici le compte-rendu de Hugues Villingbe. Tout fraîchement renforcé en compétences à travers un séminaire de coopération décentralisée organisé par SAV Plus Formation, voici des responsables locaux du Bénin au contact d'une foule de décideurs publics, de partenaires techniques ainsi que d'acteurs institutionnels d'Afrique et de France engagés dans le développement des territoires. Ce salon des maires d'Île-de-France, étendu sur 2 jours, est pour les participants un boulevard d'identification de partenaires au développement. Ce salon va leur permettre tout simplement de pouvoir rencontrer d'autres maires, échanger avec eux, discuter de possibles partenariats, discuter de possibles jumelages pour le bien-être de nos populations au Bénin et surtout pour le développement des communes du Bénin. Ce salon des maires, ça m'a donné beaucoup d'opportunités et des investisseurs pour nous accompagner désormais dans notre commune. Quelles sont les manières de gouvernance ici que nous pouvons améliorer chez nous? Donc je pense que la commune de Banikwara est venue ici pour retourner avec beaucoup d'expérience en matière de gouvernance, en matière de décentralisation. Occasion pour certains élus d'afficher leurs ambitions. Nous sommes décidés résolument à faire en sorte que notre commune soit la commune miroir, la commune qui attire plus, la commune attractive, la commune qui a du potentiel parce qu'elle a du potentiel. Et il faut vendre cette commune, il faut donner à cette commune ses lettres de noblesse. Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation des liens entre collectivités africaines et françaises, avec en perspective la mise en œuvre de projets structurants capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations à la base. Les Béninois, désireux de s'offrir des formations universitaires diplômantes en technologie et globalement dans les métiers du numérique, n'ont plus de soucis à se faire. Le Bénin, à travers City Institute of Technology and Innovation, vient de s'engager avec Sorbonne Université de France par le truchement d'un accord cadre de coopération. Lequel accord prend en compte plusieurs axes majeurs dont la formation, la recherche, les publications scientifiques et la mobilité académique. La signature de cet accord a eu lieu ce vendredi dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main en disent long sur ce que le Bénin, à travers S-City, Institut de technologie et d'innovation de City, entend gagner de la France à travers Sorbonne Université. Les 2 institutions désormais partenaires viennent ainsi de sceller une alliance qui favorise la coopération et le partage d'expériences. C'est précisément donc le sens du partenariat que nous consacrons aujourd'hui. Et d'un côté, City, véritable laboratoire d'avenir, constitue un écosystème unique en Afrique où se rencontrent l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'industrie. Et de l'autre côté, Sorbonne Université, qui porte depuis des décennies les valeurs d'exigence académique, d'innovation scientifique et d'ouverture. Cet accord cadre s'articule principalement autour de la formation dans les domaines notamment de l'intelligence artificielle, des sciences de l'ingénieur, du numérique et des énergies renouvelables.
Nous partageons une vision commune que nous souhaitons insuffler au travers de notre partenariat, celui d'apporter notre pierre à l'édifice en formant la jeunesse. C'est vraiment un grand plaisir d'assister à cette signature de l'accord qui va concrétiser des formations diplômantes. En dehors de la formation, la recherche et l'innovation, la mobilité académique, le renforcement de l'entrepreneuriat et la validation de la recherche constituent également des axes importants de ce partenariat. La convention que nous signons aujourd'hui institue un cadre structuré et multidimensionnel qui va permettre la mobilité des enseignants et des étudiants, et dans les deux sens, qui va permettre aux enseignants de travailler ensemble, de mener des projets de recherche et de publier, ce qui est très important pour nous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Transformation digitale promettent de prendre toutes les dispositions pour accompagner la mise en œuvre effective de cet accord et d'en garantir le succès. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous allons donc maintenant ouvrir la deuxième partie de cette émission après cette courte plage publicitaire. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Eh bien voilà, il est déjà avec nous, mesdames et messieurs. Vous l'avez certainement constaté, l'intelligence artificielle n'est plus une promesse de film de science-fiction. C'est la réalité qui redéfinit notre monde à une vitesse vertigineuse. Au Bénin, cette révolution avance à grands pas, portée par une volonté politique claire. Mais au cœur de cette mutation, il y a une force vive, la jeunesse, connectée, créative, mais parfois prise au piège. Si certains y voient un levier d'auto-emploi inédit, d'autres se perdent dans les dérives de la triche invisible, du plagiat automatique et du divertissement passif. Alors, comment faire en sorte que nos jeunes passent du statut de simple consommateur d'algorithmes conçus ailleurs à celui de créateur de solutions béninoises, comme le voudrait le président Romuald Wadani? Quel rôle l'école, les centres de formation et surtout la cellule de famille doivent jouer dans l'accompagnement des jeunes dans cette révolution numérique qui s'impose à tout le monde? Nous en parlerons donc avec notre invité de la semaine, Paul Arnaud Deguénon. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes spécialiste de l'innovation dans les médias. Nous allons commencer par une question très simple et en français très facile. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, c'est relativement simple et puis en français facile, comme vous le voulez. En fait, il faut juste comprendre que l'intelligence artificielle, c'est juste une programmation informatique. C'est un système informatique qui a été programmé ou qui a l'objectif en fait de simuler le comportement humain. Et quand on dit comportement humain, c'est le fait d'apprendre au travers donc de milliards de données et puis être capable également de prendre des décisions. Et donc le but vraiment c'est de pouvoir aider l'homme dans ses tâches, dans ses différents problèmes quotidiens.
Il paraît qu'après la révolution industrielle que nous avons connue, c'est l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui la plus grande révolution qui soit. Tout à fait, tout à fait. Et cette révolution, elle est nourrie par aujourd'hui la disponibilité à outrance de données. Vous savez qu'il y a quelques années, avoir la donnée, c'est beaucoup plus difficile, mais avec l'avènement donc de l'Internet, avec l'avènement des smartphones, tous les utilisateurs aujourd'hui sont devenus de potentiels créateurs de données, et donc la donnée, elle est disponible, elle est abondante, et c'est ça qui donc a permis l'avènement donc de cette révolution. Mais il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'aujourd'hui elle est un peu plus démocratisée, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est pas née d'aujourd'hui. Vous savez même que votre petite calculatrice que vous avez, que nous utilisons, c'est également une intelligence artificielle. Mais en ce moment, on ne parle pas d'intelligence artificielle forte, mais on parle d'intelligence artificielle faible. Parce que pour ces outils, ils étaient programmés pour des tâches très très ponctuelles, alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'intelligence artificielle forte que nous avons, ces technologies se basent beaucoup plus sur de la probabilité. C'est pour ça d'ailleurs que vous savez que quand vous posez une question à ChatGPT ou à Gemini, vous savez qu'elle ne vous dira pas la vraie réponse, elle ne vous dira pas la réponse exacte, mais elle va vous dire l'une des probables réponses à votre question. Parce que cette technologie donc, se base beaucoup plus sur des calculs probabilistes, donc sur de la probabilité. On sait que le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Très concrètement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela change pour un jeune diplômé ou un entrepreneur de Cotonou, Parakou, Abomey-Calavi? Alors, il faut savoir que quand on parle donc de stratégie nationale, c'est avant tout un signal politique fort. Ce qui veut dire que l'État va décider donc dans quelle direction nous voudrions y aller. Ce qui veut dire que pour un jeune diplômé comme moi, ou bien comme vous, ou bien comme quelqu'un de Calavi, ou bien de Tchoumi et autres, c'est de savoir que désormais l'État va orienter ses priorités dans tel ou tel autre domaine. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être probablement beaucoup plus donc, de formations diplômantes donc, sur les questions de l'IA. Il y aura peut-être beaucoup plus de financement public donc, dans ces domaines-là. Et c'est donc à ces jeunes de pouvoir s'orienter pour pouvoir capter un peu capter ces financements. Voilà, ces financements. Donc, concrètement, c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus un signal politique fort que l'État décide donc d'envoyer à tout le monde. Ça veut dire que l'État refuse de se mettre en marge de cette révolution. Tout à fait. Et je ne vous apprends rien. Vous savez que désormais, nous avons donc un ministère chargé de l'IA. Et c'est quand même une grande révolution hein, parce que vous savez que dans nos pays, en tout cas dans nos pays de la sous-région, nous sommes pratiquement donc les premiers à dédier tout un ministère à ce secteur. Et c'est assez innovant. Et on ne peut qu'encourager cela, être fier. Parce que vous savez par exemple que déjà dans plusieurs pays, l'IA fait partie intégrante même du cursus scolaire. C'est que probablement peut-être qu'on va revenir sur ça, mais vous savez par exemple qu'en Arabie Saoudite, et j'insiste vraiment sur cet exemple-là, en Arabie Saoudite, où on parle beaucoup plus sur ce pays en termes de religion, mais vous savez que depuis l'année passée, donc depuis la rentrée scolaire de l'année passée, l'IA fait partie de programmes de matières à part entière enseignées donc dans les écoles de la maternelle jusqu'en terminale. Vous vous imaginez, je parle bien de l'Arabie Saoudite, j'évoque même, je n'ai pas eu même de parler de la France où désormais de la 4e, les enfants donc de la 4e jusqu'en seconde, on a obligation donc de leur enseigner de l'intelligence artificielle. Donc bref, c'est pour dire quand même que c'est des choses assez importantes, assez fortes. Et si notre gouvernement, donc avec à sa tête donc le président Romuald Wading, décide de faire un vrai pan, donc de mettre vraiment la lumière sur cette technologie-là, on ne peut qu'en être satisfait et heureux de cela. Oui. Mais dites-nous comment les initiatives publiques actuelles encouragent-elles la création d'algorithmes made in Bénin, nourris par nos réalités, nos langues et surtout nos données locales? Alors, vous savez que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de données. Ouais. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons déjà suffisamment de données pour pouvoir créer nos propres intelligences artificielles? Parce que n'oubliez pas que Gemini, ChatGPT et autres, donc Claude, etc., c'est des milliards et des milliards de données qui ont été utilisés pour entraîner donc ces modèles-là. Et c'est pour ça que moi, on l'a dit tout à l'heure, je suis donc assez content donc qu'on ait un département chargé de l'IA parce que quand vous lisez un peu le projet de société donc du président
Romuald Wadaï, qui voulait mettre beaucoup plus de l'accent sur les créateurs de contenu. Il faut savoir quand même que l'IA se nourrit donc de ces créateurs de ces contenus, mais c'est avant tout des données structurées, des données documentées. C'est ça qui fait l'IA. Et donc ces données documentées, structurées, c'est beaucoup plus les productions de presse, c'est beaucoup plus les rapports. Les rapports universitaires. Donc, si nous voulons aller loin et être capable un jour donc, de pouvoir avoir une IA qui parle le fond, une IA qui parle spécifiquement du Bénin, nous devons produire des contenus et des contenus sourcés, documentés. Ouais. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que moi, j'appelle vraiment de tous mes voeux à ce que, c'est vrai que la hack a commencé, à ce qu'on libère encore plus, vous voyez, les médias, parce que c'est là la source de création vraiment de données. Et aussi, comme ce département chargé de l'IA, c'est de booster vraiment la création donc, de contenu, surtout les rapports universitaires, les numériser, parce que c'est ça le mal que nous avons. Vous savez que quand vous allez à l'université aujourd'hui, les mémoires qui sont produits, c'est difficilement aujourd'hui de les retrouver. Et peut-être dans un rapport que j'avais lu, entre-temps que c'est à peine 1% donc, de la production universitaire qui est numérisée. C'est un vrai problème. Donc, c'est surtout ça l'enjeu. C'est vraiment ça la chose. Ouais. On entend souvent parler de plus en plus de ChatGPT, de Gemini, de Claude et bien d'autres encore qui sont devenus aujourd'hui, entre griffes, les nègres littéraires de nombreux élèves et étudiants béninois. Ne risque-t-on pas de voir émerger d'ici peu une génération intellectuellement paresseuse, incapable de rédiger une réflexion personnelle ou qui n'arrive plus à avoir véritablement l'esprit critique? Non, moi je ne pense pas que ça soit une question de paresse. Vous savez que lorsqu'on a créé la calculatrice, ça n'a pas tué les mathématiques. Et les défis auxquels nos jeunes, les défis auxquels nos parents étaient confrontés hier, ce ne seront pas les mêmes défis auxquels donc nos enfants vont être confrontés demain. Ça veut dire quoi? Que l'IA, il ne faut pas voir donc l'IA en ce sens-là, parce que même lorsque vous utilisez l'IA, dès le moment où vous voulez faire quelque chose de beau et de grand avec l'IA, vous commencez par réfléchir. C'est lorsqu'on veut s'amuser avec l'IA, bon, qu'on met juste un petit mot et puis l'IA génère quelque chose. Mais faites l'expérience, vous allez voir que du moment où vous voulez vraiment réaliser quelque chose de bon, de grand et de sérieux avec l'IA, vous êtes tenu vraiment de réfléchir. C'est pour ça que moi, je vois la chose autrement. C'est une question d'éducation. Parce que vous savez que souvent, lorsqu'il y a un nouvel outil, c'est un peu comme à l'avènement de la télévision ou à l'avènement de l'Internet. Beaucoup ont pensé donc que la télé allait disparaître, mais c'est complètement le contraire aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est une question de formation, d'adaptation, et puis progressivement, les gens vont s'habituer à cet outil qui est quand même quelque chose d'assez inédit. Comme vous l'avez dit, c'est une vraie révolution qui est en train de naître sous nos yeux aujourd'hui. Oui, c'est vrai aussi qu'on voit beaucoup de jeunes utiliser l'IA pour générer du contenu viral éphémère sur TikTok ou faire de la retouche d'images superficielles. Pourquoi la culture du prompt productif, c'est-à-dire le codage, l'automatisation, la création de valeur, peine-t-elle à s'imposer face au simple divertissement? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de divertissement que du travail bien conçu, bien fait et bien structuré. Oui, vous savez tous, le divertissement, c'est immédiat et gratifiant. Donc, c'est très facile d'aller à là. Mais l'autre chose, c'est une question de centre d'intérêt. Je suis sûr que si le jeune trouve un intérêt particulier ou s'il y a un avantage pécuniaire vraiment à utiliser l'IA pour produire quelque chose, je suis sûr qu'ils iront. Et d'ailleurs même, vous savez que beaucoup font ces contenus parce qu'ils sont intéressés donc par les petites... monétiser leur compte, les monétisations. Ouais, donc ce n'est pas si divertissant que ça, c'est parce que les gens sont à la quête vraiment de quelque chose d'un gain. Et donc désormais, si beaucoup de choses sont proposées aux jeunes, où on leur fait comprendre que désormais, grâce à l'IA, vous pouvez maintenant apprendre à avoir une certaine facilité donc dans le coding et autres, et que cela peut vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Je suis sûr que les jeunes iront également dans ce sens. Et aussi, il y a un problème d'exemple qui manque. Vous savez que quand aujourd'hui les gens ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont
ils sont exposés à ces contenus bling-bling. Et donc, les gens sont beaucoup plus poussés à aller vers cela. Et donc, il faut vraiment que nous travaillions à donner d'autres exemples à la jeunesse, à leur montrer que non, il y a d'autres manières, il y a d'autres possibilités de rentabiliser, il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Et vous allez voir qu'ils iront également dans ce sens. De plus en plus, on constate que souvent les Africains, en fait, nos jeunes frères africains, très souvent, c'est juste pour aller danser, aller s'insulter, bon, faire tout ce qu'on veut, sauf travailler. C'est ce qu'on a remarqué parce qu'on estime qu'il faut quand même monétiser. Oui, bon, c'est une façon. Mais c'est la réalité quand même, non? Si, c'est la réalité. Et il y a énormément de choses vraiment qu'on a même du mal à énumérer ici. Vraiment, il y a des choses terribles que vous observez, notamment sur TikTok et sur certains réseaux sociaux assez viraux. Ouais. Non, mais je pense quand même qu'au-delà de tout ça, c'est pas forcément l'IA qui a amené ce genre de choses parce que ça existait, TikTok existait avant vraiment que l'IA ne soit devenu grand public. Ouais. Donc, l'IA est venue juste apporter un surplus à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne peut pas condamner l'IA. Et en plus, de toute façon, comme je le dis, l'IA est juste un outil. L'IA ne fabrique rien du tout. L'IA vous aide juste à faire ce que vous faisiez avant. C'est l'homme qui reste derrière pour manipuler l'IA. Tout à fait, c'est toujours l'homme. Donc, je pense que vous avez vu quand même que depuis que le SNIN a commencé un peu son travail, on sent quand même un certain toilettage ou bien une certaine activité de salubrité à ce niveau. Donc, je pense que c'est vraiment ça, mais ce n'est pas forcément une question d'IA et autres. Ouais. Vous êtes également spécialiste en fact-checking et on sait que l'IA, l'intelligence artificielle bien évidemment, facilite aussi la création de faux profils et des deepfakes, les fausses vidéos, les audios qui sont plus vrais que nature, ou aussi des tests de manipulation face au phénomène de la cybercriminalité que le Bénin combat avec fermeté. L'IA n'est-elle pas devenue une arme à double tranchant entre les mains de certains jeunes? Oui, je pense que vous avez trouvé le mot juste. C'est vraiment une arme à double tranchant. Parce que c'est un peu comme le couteau, hein, le couteau qui vous aide à faire la cuisine. Mais ce même couteau peut devenir une arme létale, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je pense quand même que, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention. Les deepfakes ont toujours existé avant l'avènement de l'IA. Les manipulations de l'information, les créations douteuses, etc. ont toujours existé. Et même sans l'IA, ces créations douteuses seront là, vont toujours exister. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à l'IA pour dire, bon, c'est à cause de l'IA qu'on assiste à ça, pas du tout. Par contre, l'IA vient intensifier ce phénomène-là, parce que avant, où il fallait peut-être prendre 2 heures, 3 heures, voire une journée tout entière pour fabriquer le contenu, aujourd'hui, en quelques secondes, vous pouvez en créer des centaines, voire des milliers. Donc, l'IA vient intensifier ce phénomène-là. Mais de la même manière que l'IA vient intensifier donc ce phénomène, l'IA également vient donner des armes également à ceux qui luttent contre. Vous voyez, c'est un peu comme, vous savez, dans la société où plus il y a de policiers, plus de l'autre côté, il y a des malfrats. Il y a de malfrats. Donc, c'est un peu le même phénomène qui s'observe. Donc, aujourd'hui, moi, je vois que la chose, il faut le voir sous 2 angles. Déjà, il faut renforcer la formation techno, former beaucoup plus de personnes qui maîtrisent la chose, qui savent aller contre cela. Et puis, il faut faire beaucoup de sensibilisation, faire en sorte que la plupart d'entre nous puissent rapidement savoir faire attention donc à ces genres de contenu. Est-ce que vous pensez qu'il faut une éducation à l'éthique numérique? Évidemment. Et d'ailleurs, c'est même pas qu'il faut, c'est une obligation. Et dans les pays européens aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lois qui sont en étude. Bon, en Europe, on parle aujourd'hui de l'IA Act, mais également, il y a beaucoup d'autres lois qui sont en conception parce que, évidemment, c'est un outil tellement puissant qu'on ne peut pas laisser sans légifération. Et donc, il faut évidemment une éthique donc, au niveau de cet outil-là. Ouais. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des experts qui ont dit la dernière fois que ceux qui auront la chance de rester en vie jusqu'en 2035-2040 vont pouvoir vivre au-delà des 100 ans. Pourquoi? Oui, parce que il y aurait désormais, grâce donc à l'IA, beaucoup d'outils qui vont être réalisés, beaucoup de médicaments qui vont être créés, de telle sorte que les maladies courantes
auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui vont être facilement guéris. Et donc, c'est une étude scientifique qui le dit. Donc, si vous avez... Et vraiment, les gens disent donc, de faire attention quand vous traversez la rue pour ne pas vous faire écraser par une voiture, parce que si vous réussissez à vivre jusqu'à 2040, eh bien, vous aurez vraiment la possibilité de vivre jusqu'à 150, 100 ans. Donc, vivement 2040 alors. Tout à fait. Mais on sait aussi que l'art de formuler une requête à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le prompt engineering, devient une compétence clé sur le marché mondial. Est-ce qu'il est temps d'intégrer l'initiation à l'IA dès le secondaire? Vous avez parlé, par exemple, d'un exemple tout à l'heure, où c'est intégré dans le système éducatif national, ou doit-on simplement repenser entièrement les filières de nos centres de formation professionnelle? Oui, je me rappelais que quand on était à l'école, donc au primaire, utiliser la calculatrice était interdite. L'utilisation de la calculatrice était interdite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On faisait beaucoup plus le cercle, là. Tout à fait. Où on faisait calcul mental. Et puis tu donnes le résultat. On nous forgeait, en fait. Tout à fait. Vous voyez, et même au secondaire, il était également interdit d'aller sur Internet faire des recherches. Aujourd'hui, c'est l'école même qui exige à ce que l'enfant aille donc sur Internet faire ses recherches. Non, donc je pense que... Il y a quelque chose que vous avez oublié. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, il y a eu des cours d'initiation à l'informatique, mais on n'avait jamais d'ordinateur dans nos écoles, dans nos collèges. Malheureusement. C'est peut-être un ordinateur qu'un privé amenait dans l'école, les gros ordinateurs qu'on connaissait dans le temps, un seul ordinateur où une cinquantaine d'élèves s'attroupaient autour et seul l'élu ou l'érudit s'asseyait dessus aux côtés du formateur. Mais ça rappelle des souvenirs. Là. Vraiment. Et puis vous vous rappelez aussi qu'en notre temps, on parle donc de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense que c'est l'IA qui est la nouvelle technologie, ce n'est plus l'informatique qui est la nouvelle technologie. Oui. Et puis mieux, vous vous rappelez aussi que quand on faisait les demandes d'emploi, on nous demandait de faire demande manuscrite. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous faites une demande manuscrite dans votre dossier, on va dire, attendez, vous sortez d'où? Vous voyez, non, donc les choses évoluent vraiment. Et puis, il faut donc que tout notre système intègre cela. Et moi, j'aime souvent donner l'exemple de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, c'est vraiment le grand carrefour de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Mais l'Inde n'a pas de modèle d'IA. L'Inde n'a rien. Mais comment l'Inde a fait? La philosophie des Indiens, c'est de dire, si je n'ai pas la capacité de produire moi-même, mais je dois quand même avoir la capacité d'être parmi les meilleurs utilisateurs. D'accord. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, l'Inde a les meilleurs ingénieurs. Vous prenez Google, vous prenez Amazon, vous prenez Facebook. Les grands, ceux qui sont vraiment à la décision, la plupart du temps, sont des Indiens. Vous voyez donc, c'est cette philosophie que nous devons avoir pour nous, petits pays qui n'avons pas des gros moyens comme les États-Unis et autres. Même si nous n'avons pas ces moyens, nous devons être parmi les meilleurs utilisateurs, avoir la meilleure compréhension des choses. Et ça, c'est possible, c'est accessible à nous. Et pour faire juste une petite parenthèse, vous savez que moi, en tant que média, parce que avec mon média Bénin Web TV, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées, donc grâce à l'IA, dans notre process. Et ça nous permet aujourd'hui donc de rentabiliser. Il y a beaucoup de possèdes que nous avons supprimés, mais il y a beaucoup de choses aussi que nous avons créées grâce donc à ça. Et c'est à là que moi j'invite vraiment et tout le monde. Donc oui, il faut que nous intégrions l'IA, que nous réfléchissions vraiment pas voir comment est-ce que nous pouvons intégrer l'IA dès maintenant. Parce que qu'on le veuille ou non, si nous ne le faisons pas, nous allons être en retard. Ça, c'est une évidence. Oui, mais comment exiger des enseignants qu'ils encadrent l'usage de l'intelligence artificielle si eux-mêmes sont parfois dépassés par les outils qu'utilisent leurs élèves en cachette? C'est-à-dire, quelles sont les actions fortes ou d'urgence à mener, surtout dans les universités, les instituts de formation, pour que véritablement le rêve prenne corps? Alors déjà, il y a une notion vraiment que nous devons faire évoluer. C'est-à-dire qu'il faut abandonner en fait l'idée que l'enseignant doit toujours mieux avoir plus de connaissances que l'élève. Non, je pense que... Ah, mais c'est lui qui enseigne quand même. Oui, non, c'est lui qui enseigne, c'est vrai. Mais il faut qu'on abandonne cette idée-là. Parce que la révolution que nous amène l'IA nous permet aujourd'hui de dire que l'enseignant n'est pas forcément cette personne qui connaît mieux, non. Mais c'est plutôt cette personne qui connaît la méthode.
D'accord. Et c'est la méthode qu'il faut enseigner. Donc l'enseignant aujourd'hui doit beaucoup plus intégrer la méthode. Certes, il n'est pas censé tout connaître, mais comment amener l'enfant à avoir la meilleure manière d'apprendre, la meilleure méthode pour acquérir la connaissance. C'est ça le plus important à savoir. Et donc, pour les enseignants aujourd'hui, le plus simple en fait à faire, c'est de savoir sur quelle base on évalue l'enfant. D'accord. Sur quelle base? C'est ça le fondamental. Pas que l'enfant ait utilisé l'IA ou autre, mais sur quelle base on arrive aujourd'hui donc à évaluer l'enfant. Et c'est ça. Maintenant, comme action concrète, c'est d'abord la formation. C'est d'abord la formation. Nous devons savoir que nos anciennes connaissances, nous l'avons, mais aujourd'hui, ces anciennes connaissances sont dépassées et il faut maintenant se renouveler. Et l'enseignant aujourd'hui donc doit se renouveler et apprendre maintenant les nouvelles manières, les nouvelles techniques d'enseigner ou bien de donner la connaissance donc à ses apprenants. Ouais, mais vous reconnaissez quand même qu'il doit y avoir une mise à niveau des enseignants eux-mêmes. Bien sûr, tout à fait, Ouais. tout à fait, parce que si vous ne vous actualisez pas, vous serez dépassé et donc du coup c'est votre propre apprenant qui viendra finalement vous donner les leçons. Ça c'est clair. C'est clair. Donc l'enseignant vraiment doit vraiment s'actualiser, c'est très important. Oui. Nous savons aussi que les hubs technologiques et les centres de formation privés se multiplient de plus en plus au Bénin. Comment créer des passerelles solides entre ces structures de pointe et l'école publique pour ne pas créer une fracture numérique à double vitesse? Oui, ça c'est une grosse question. C'est une très grosse question parce que, qu'on le veuille ou non, l'enseignement public parfois a souvent un peu de retard par rapport donc à l'enseignement privé sur certains aspects, parfois liés aux problèmes de financement. Ouais. Vous voyez, l'établissement public parfois manque beaucoup de moyens et vous l'avez donné tout à l'heure. Vous voyez que quand il y avait ces cours d'initiation à l'informatique, parfois ceux qui sont privés sont souvent beaucoup plus nantis que nous qui avons fait l'établissement public. Donc, et c'est quand vous avez la chance que vous retrouvez devant un seul ordinateur où tout le monde est autour, vous êtes peut-être une centaine, est devant un seul ordinateur. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans les politiques publiques. Et donc, si aujourd'hui nous avons donc un ministère dédié à l'intelligence artificielle, ce sont sur ces points-là, sur ces questions vraiment qu'on doit attendre donc ce ministère-là. Ouais. Et aussi, il faut parfois aussi créer des passerelles entre établissements publics et établissements privés. On pouvait penser donc à ces formes d'échange-là où les établissements privés qui ont peut-être un peu plus de moyens puissent être associés donc aux établissements publics pour, par moment, faire des échanges de connaissances. Je pense que c'est à cela vraiment qu'il faut y aller. Ouais. Comme quoi, le pauvre a tort. Bon, malheureusement. Voilà. Malheureusement. Mais beaucoup de parents béninois, parlons justement des parents béninois, beaucoup de parents béninois achètent des smartphones de dernière génération à leurs enfants sans savoir ce que c'est qu'un algorithme. Vous vous imaginez? Et face à cette démission technologique, comment sensibiliser les parents qui se sentent dépassés aujourd'hui? Bon, alors, est-ce que le fait d'acheter vraiment ces smartphones de dernière génération, et sans connaître donc les algorithmes, bon, est-ce que c'est pas véritablement le problème? C'est pas vraiment véritablement le problème, mais le problème c'est de pouvoir discuter avec son enfant. Parce que le parent n'est pas censé tout savoir, c'est un peu comme l'enseignant, il n'est pas censé tout savoir. Mais par contre, le soir à la maison, le parent peut appeler son enfant pour lui dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu à faire avec ton téléphone? Il peut mentir. Oui, c'est vrai, mais c'est déjà un pont qui est ouvert. C'est déjà un pont. Parce que tout est là. Bon, puisque, imaginez, si vous décidez peut-être de ne pas le faire, de ne pas parler de l'IA avec votre enfant à la maison, mais il le fera à l'école, il le fera avec ses copains, il le fera avec ses amis. C'est un peu comme l'exemple sur la sexualité. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est la même problématique ici. Il faut apprendre à discuter, à dialoguer avec votre enfant. Et moi, je peux donner un exemple. Vous savez, moi, mon garçon, mon aîné, il va au bac scientifique cette année. Et aujourd'hui, sur certaines choses où parfois je n'ai pas le temps,
c'est grâce à l'IA qu'il arrive donc à faire ces exercices, lorsqu'il est coincé, lorsqu'il est en train donc de faire un certain exercice et il n'arrive pas à avancer, mais c'est grâce à l'IA qu'il arrive à le faire. Et donc, ce sont des pratiques qu'on doit le faire, mais il le fait sans moi, il ne le fait pas sans moi, parce que c'est moi qui ai mis le système à lui et j'ai verrouillé pour qu'il n'aille pas dans d'autres sens que moi je ne voudrais pas qu'il aille, vous voyez. Donc c'est à ça qu'il faut aller, pas forcément de tout maîtriser, non, parce que vous ne le pourrez d'ailleurs pas, mais essayez quand même de discuter avec votre enfant, d'échanger avec votre enfant pour avoir un regard en fait sur ce qu'il fait, puisque aujourd'hui même quand l'enfant va sur internet, l'enfant peut accéder à des contenus que vous ne voudrez pas qu'il accède. Donc tout est vraiment dans le dialogue et le petit contrôle parental que vous pourrez mettre en place. Oui, donc vous êtes beaucoup plus pour l'option explorer ensemble avec l'enfant l'IA. C'est bien ça. Bien sûr. Vous n'avez pas le choix. C'est une obligation. Ne pas interdire l'outil. Vous ne pourrez pas. Parce que si vous l'interdisez, vous êtes en train de freiner l'élan de votre enfant. C'est ça en fait la chose, vous êtes en train de le freiner. Et soyez sûr, hein, moi je me dis que d'ici 5 ans, l'IA va rentrer vraiment dans les routines. Et d'ailleurs, vous avez vu même le nouveau président, notre président de la République, il a dit, désormais, même quand vous allez aller à l'hôpital, votre ordonnance médicale sera gérée par l'outil informatique. Donc l'IA sera partout. L'IA sera, partout. Vous voyez, et mieux, regardez, si vous allez sur Google, puisque au moins tout le monde le fait aujourd'hui, vous allez sur Google aujourd'hui, mais c'est l'IA Overview que vous voyez, donc c'est l'IA qui vous est présenté d'abord, et ce sont les résultats fournis par l'IA que vous lisez en premier lieu. Ça veut dire que l'IA et que direz-vous à ces parents-là qui estiment que pas de téléphone portable pour les enfants? C'est carrément non. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue que je ne vais pas trop discuter, mais c'est que les gens doivent se rendre à l'évidence. Parce que c'est un peu comme si vous avez la voiture aujourd'hui et vous décidez, vous dites non, moi je préfère aller à pied pour aller à Ouida. Bon, c'est un choix. Vous pouvez le faire. Mais bon, vous allez vous rendre à l'évidence que vous vous fatiguez inutilement. C'est la même chose. Vous interdisez le smartphone à votre enfant. C'est bien. Parce qu'évidemment, il ne faut pas exposer l'enfant très tôt à ces outils-là. Puisque qu'on le veuille ou non, ce sont des outils quand même qui ont une incidence sur l'intelligence, sur le cerveau de l'enfant. Donc, il faut protéger l'enfant. C'est pour ça que je parlais donc de dialoguer, de discuter et de voir en quoi vraiment l'outil pourra être utile à votre enfant. Maintenant, le priver complètement votre enfant, il n'y a rien à faire. C'est que vous êtes en train de l'arriérer. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, il faut vraiment canaliser. Un peu comme par exemple en France où les gens ils disent qu'à un certain âge, on bloque tel réseau social. À un certain âge, on ne doit pas donner le téléphone. Mais ce n'est qu'il faut que l'enfant ait un certain âge avant qu'on lui donne certains outils. Je pense que c'est beaucoup plus ça que de dire non, bon, ok, on ne donne pas du tout, on ne donne pas du tout. Pour moi, c'est contre-productif. Il sera en déphasage avec sa réalité. Tout à fait. Okay. Et n'oubliez pas surtout que, comme je l'ai dit, la réalité d'hier ne sera pas la réalité de demain. Et donc, il ne faut pas voir, faut pas rester fermé dans ses propres convictions, dans ses propres appréhensions pour freiner l'élan de votre enfant. Aujourd'hui, si vous aviez un message direct à lancer à tous ces jeunes béninois qui nous suivent en ce moment et qui passent souvent, parfois plus de 5 heures par jour sur leur téléphone, la génération tête baissée, vous connaissez bien ça, vous connaissez ça, sans gagner un seul franc ni améliorer leurs compétences, que leur diriez-vous? Alors, c'est une question auquel je discute souvent même avec mes confrères dans les médias. Aujourd'hui, l'IA permet de faire énormément de choses. Et donc, vous avez en votre main quelque chose de très fort. Maintenant, si vous décidez de le gaspiller, il n'y a rien à faire, vous perdez quelque chose de fort. Grâce à l'IA aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de choses. Le petit commerce que vous voulez développer, les petites choses que vous voulez faire, vous pouvez les améliorer, vous pouvez les rendre rentables. Et pour ça, il vous faut de la formation. Allez chercher la connaissance. Et quand je dis formation, ce n'est pas forcément aller vers ceux qui vous disent venez former, non. Même jusqu'à partir de votre téléphone, vous pouvez accéder à la connaissance. Même juste à partir donc de cette IA-là, vous pouvez demander à apprendre. Et c'est en cela que vous allez gagner énormément et progresser.
Merci à vous, Paul Arnaud de Guénon. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'innovation dans les médias. Merci pour ces précieuses contributions sur ce plateau. Bon, mais merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à tous. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre la revue de presse hebdomadaire, le temps d'installer notre invité média. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. La semaine qui s'achève n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État béninois Romuald Wadagni, mais une semaine très surchargée d'Abuja à Abidjan en passant par Niamey, Ouagadougou et Lomé pour le réchauffement des relations multilatérales, ce qui a donné de la matière aux publications comme la presse du jour qui titre que la semaine marathon de Wadagni s'achève sur fond de satisfaction. Le journal pointe 5 pays parcourus en 4 jours. Le Nigeria le lundi, le Niger et le Burkina Faso le mardi, le Togo le mercredi et la Côte d'Ivoire jeudi. Maintenant, le premier des Béninois se projette pour la suite. La première partie de la tournée s'achève. Le travail continue. La nation s'est intéressée aux mots de Romuald Wadagni après sa première tournée sous-régionale. À l'issue de ses visites dans 4 pays de la sous-région, Romuald Wadagni, président de la République, exprime un sentiment de gratitude. Dans son message publié sur ses canaux digitaux, il souligne l'accueil reçu et la qualité des échanges menés avec les chefs d'État rencontrés. Pour Romuald Wadagni, cette tournée confirme que face aux défis de l'heure, le dialogue, la coopération et la solidarité restent les armes les plus sûres. Il conclut sur une note d'optimisme, affirmant que c'est ensemble que les nations de la région pourront bâtir un avenir de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Pour Fraternité, Romuald Wadagni a donné le ton de son mandat aussitôt investi. Le premier acte fort du nouveau président est intervenu quelques heures seulement après sa prestation de serment. Dans la soirée du 24 mai, les Béninois découvraient déjà la composition du premier gouvernement du mandat Wadagni. Ici, le timing a retenu l'attention car il a évité toute période de flottement. Une offensive diplomatique tous azimuts est notée. Le deuxième temps fort de cette première semaine s'est joué sur le terrain diplomatique. Pour sa première sortie officielle, Romuald Wadagni a choisi le Nigeria, principal partenaire économique du Bénin et puissance incontournable de l'Afrique de l'Ouest. Ce déplacement à Abuja a été suivi d'une tournée particulièrement remarquée au Niger, au Burkina Faso puis au Togo et en Côte d'Ivoire, un choix stratégique alors que les relations avec plusieurs de ces pays avaient connu des périodes de tension ces dernières années. Mais en l'espace de quelques jours, Romuald Wadagni a réussi à occuper simultanément les fronts institutionnels, diplomatiques et sociaux. Cette capacité à agir rapidement tout en donnant une direction claire à son action explique pourquoi sa première semaine à la tête du pays est aujourd'hui largement perçue comme un sans faute. Déduit le journal de Ménotin. À la suite, Bénin Intelligent relevait que dans le secteur de l'éducation, la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera désormais effective pour toutes les filles sur l'ensemble du territoire national dès la rentrée scolaire 2026-2027. Par ailleurs, une enveloppe de 20 milliards de francs CFA est mobilisée pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Le matinal estimait que sa décision de placer cette mesure parmi les premières de son quinquennat n'est donc pas seulement symbolique, c'est un choix de politique économique habillé de justice sociale. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait si vite. Quand il avait dit pendant la campagne, on s'est dit, on verra. Maintenant, c'est là. Ma fille va au lycée l'année prochaine. Je n'aurai plus à me battre pour trouver l'argent. Confie Honoré, mécanicien à Boycon.
La nation insistait sur une enveloppe d'1 milliard de francs CFA mobilisés pour garantir la prise en charge immédiate de tout patient se présentant en situation d'urgence vitale sans exigence préalable de paiement. Cette mesure, prise en Conseil des ministres le mercredi, vient mettre fin à l'attente de la caisse parfois fatale aux patients dans les couloirs des centres de santé. Pour ce journal, le milliard ne vaut que s'il se traduit nuit après nuit par une prise en charge sans qu'on demande d'abord à la famille de courir vers un distributeur. Ce sera à cela qu'on jugera la réforme. Non à son annonce, mais à ce qui se passe dans les couloirs à 3 heures du matin quand personne ne regarde. La presse du jour d'ajouter qu'à travers l'ensemble de ces décisions, l'exécutif affiche une ambition claire. Il s'agit de faire du développement du capital humain un pilier de sa politique publique, en améliorant l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux de base. Le gouvernement entend créer les conditions d'une croissance plus inclusive et durable. Si leur mise en œuvre effective sera déterminante pour mesurer leur impact réel, les mesures annoncées lors de ce Conseil des ministres constituent déjà un signal fort en direction des populations. Elles traduisent la volonté des autorités de placer les préoccupations sociales au centre de l'action gouvernementale et de transformer les engagements politiques en réalisations concrètes. De son côté, l'investigateur informait qu'acteur important de la réunification de l'Église du christianisme céleste, Patrice Talon a pris part jeudi à la cérémonie d'installation des membres du Conseil supérieur de mise en œuvre des recommandations issues du rapport final du CST. L'événement intervient près de 2 semaines après son départ à la tête du pays. Il marque une nouvelle séquence dans le processus de réunification de l'ECC. Sport dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée qui indiquait que les fédérations et clubs sportifs bénéficient de nouveaux soutiens financiers. À travers la remise des subventions au titre de l'année 2026, le gouvernement béninois confirme son ambition de bâtir un écosystème sportif plus performant, mieux structuré et orienté vers les résultats. Le sport béninois franchit donc une nouvelle étape dans sa marche vers la professionnalisation. Le ministère des Sports et de l'Engagement civique a procédé le mardi 2 juin 2026 à Cotonou à la remise symbolique des subventions de l'État aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'exercice 2026. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Il est déjà en plateau avec moi notre invité média Aziz Adam Soulé. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons tous suivi de près cette tournée sous-régionale du président Robert Ouadani, d'abord au Nigeria, puis au Niger, au Burkina Faso, puis au Togo, en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces pays spécifiquement? Écoutez, cher Ulrich, pourquoi ces pays spécifiquement? Vous nul besoin de rappeler sur ce plateau nos relations, surtout avec des pays de l'AES. Il fallait, au lendemain justement de cette investiture, justement le consacrant donc président de la République, attaquer le mal à la racine. Vous vous souvenez de cette promesse de campagne-là, justement au Palais des Congrès, où Robert Ouadani, alors candidat, nous annonçait que une fois élu, une fois qu'il aura bénéficié de cette confiance-là des 12 millions de Béninois, eh bien, c'est sur ce chantier-là, ça fera partie en tout cas de ces chantiers-là sur lesquels son équipe et lui vont pouvoir travailler, notamment le rapprochement avec certains pays de la sous-région, renouer avec ces liens-là auxquels nous étions habitués. Et je le disais sur un plateau courant cette semaine, on peut désormais dire, sans pour autant verser dans du populisme, que le président Robert Ouadani nous fait rêver, il nous amène désormais à croire qu'en politique, désormais, il peut y avoir de l'éthique. Parce que
voilà des promesses de campagne qui ont été faites, même si entre-temps, l'autre a dit, dont je tais le nom, que les promesses électoralistes n'engagent que ceux qui y croient. Suivez mon regard. Mais aujourd'hui, on peut comprendre quand même qu'avec la galaxie Wadagne, disais-je, on peut désormais croire que oui, quand un politique fait des promesses, même si ce n'est pas tous ces politiques-là qui font des promesses qu'il faut croire, on peut désormais croire que oui. Désormais, il ne faut pas, disons, se poser beaucoup de questions, mais on peut croire à ce que oui, il peut le faire. Je pense que son prédécesseur donnait déjà cet exemple-là, parce que même si tout n'a pas été réalisé en 10 ans, je pense que les projets les plus structurants, les grandes annonces ont pu être réalisées. Ça, c'est à saluer à l'actif justement de la galaxie Talon. Quand je reviens sur votre question, je crois bien que vous avez vu l'engouement que l'accueil avec l'accueil réservé justement par le général Tiani a suscité au sein de la population. Vous avez vu cette belle image comme moi, qui de vous à moi ne peut se sentir fier, d'accord, d'être béninois, d'être africain, parce que au-delà de tout ce que nous disons, quand on commence déjà pas se parler, quelles que soient nos frustrations, c'est déjà un début de dégel. Au-delà du gel, vous avez vu également avec le capitaine Traoré du côté du Burkina Faso, même ambiance, même chaleur, même accueil du côté, même si c'est son aîné, de la Côte d'Ivoire. Le Togo voisin avec qui nos relations peu ou prou n'étaient pas également ce qu'elles étaient. Donc, globalement, ce que je pourrais dire de cette tournée-là, de cette visite officielle, en tout cas, on peut dire que c'est un coup d'essai, un coup de maître, un coup d'essai, coup de maître, une réussite qu'il faut pouvoir mettre à l'actif de justement son équipe et lui qui, cette fougue-là, vous avez vu en moins d'une semaine, tout ce périple-là, c'est l'expression de la jeunesse, à mon sens. Ça prouve véritablement qu'on veut aller vite et attaquer les réels problèmes Même si vous ne m'avez pas fait la question, on a vu en conférence de presse, on a vu lors également du tout premier conseil des ministres, les dossiers les plus urgents qui ont été attaqués. Écoutez, quand on parle d'extrême pauvreté, par exemple, je pense que c'est l'un des aspects les plus importants et ça, il faut pouvoir en tout cas le saluer. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'analystes voient en cette tournée une sorte de repositionnement du Bénin comme un État, entre griffes, un État pont entre les piliers de la CEDEAO et les pays membres de l'AES, une sorte de passerelle entre les idéologies politiques qui ont pendant longtemps, pendant plusieurs mois, divisé les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Est-ce que vous partagez cet avis? Je suis tout à fait d'accord. Quand vous voyez le positionnement du Bénin, en termes de diplomatie, il faut, au-delà de ce que nous avons comme atout, il faut aller au contact justement de ces pays-là voisins et même au-delà. Et je pense que c'est dans cette dynamique justement que la nouvelle équipe installée s'inscrit. Vous voyez, on a pu, ça et là, lire le communiqué final au niveau de ces pays-là visités. Ouais. C'est des accords bilatéraux, c'est, comment on l'appelle, c'est également des liens. En tout cas, beaucoup de choses qui sont à venir. Et déjà, parlant du Niger, pour ne prendre que cet exemple, vous avez vu ce comité-là qui est mis en place, qui travaille déjà, je crois bien, pour une période de 15 jours, je crois bien, oui. Voilà, pour que véritablement les frontières puissent s'ouvrir entre le Niger et le Bénin, que les échanges commerciaux puissent reprendre de plus belle pour le bonheur et des populations du Bénin et également des populations du Niger. Vous avez vu, je voudrais revenir là-dessus parce qu'au-delà de ce périple, on sait un peu ce qu'est nos relations ce qu'étaient nos relations avec ce pays. On sait que ça a longtemps duré, je crois bien depuis 2023. 3 ans après, on peut dire oui, c'est désormais un dégel qu'il faut pouvoir applaudir des pieds et des mains. Mais parlant de rapprochement avec les autres pays, vous avez écouté le candidat également qui a dit lors de sa campagne électorale que quels que soient nos atouts, quel que soit ce que nous avons, aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Et c'est de bon aloi. S'il le dit aussi comme ça, c'est parce qu'il est resté des sérails, il sait de quoi il parle, parce que étant resté pendant une dizaine d'années le patron justement des finances, il sait un peu quels sont ces leviers-là qu'il faut actionner pour pouvoir justement décoller au-delà de ce qui a été fait. Je pense quand même que globalement, revenant sur votre question toujours, c'est un motif quand même de satisfaction de voir que on est dans une position, on ne veut pas rester campé, il faut pouvoir s'ouvrir et se montrer vraiment disponible pour que
pourquoi pas, d'ici quelques années ou après son septennat, qu'on ne parle plus d'extrême pauvreté, mais qu'on parle justement d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi oui, pas. on voit également cette solidarité qui naît autour de la lutte contre le djihadisme, l'extrémisme violent, oui. qui est en train de prendre le dessus dans la sous-région. Absolument. Je pense même que c'est l'un des sujets qui tient à cœur, je ne dirais pas qui tenait à cœur, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore conjugué réellement ce chapitre-là qui décime pratiquement tous les pays, en tout cas de la région et certains pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Le terrorisme aujourd'hui, vous comprenez avec moi qu'on est unanime sur le principe selon lequel il faut aller en action collégiale, que ce soit les pays de l'AES, que ce soit certains pays qualifiés de proches de choses de la France, quel que soit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir parler le même langage et c'est déjà heureux de savoir que ces pays-là à qui nous avions tendu la main ont accepté notre main tendue. Aujourd'hui, je pense que sur ce plateau, il y a quelques semaines en arrière, je revenais sur cette rencontre tripartite-là, à laquelle justement le général Fotiou Gbagidi a pris part aux côtés de certains généraux de la Côte d'Ivoire. Et j'oublie le troisième pays. Donc, si à côté de la Côte d'Ivoire, à côté du Togo, à côté du Niger, du Mali, du Burkina Faso, il y a une action concertée, je pense à mon humble avis que cela va permettre que du côté des renseignements, qu'il y ait une collégialité, qu'il y ait justement ce soutien mutuel-là pour que quand on sent déjà que ça sent, pour parler comme l'autre, mauvais du côté d'un pays proche, qu'on puisse rapidement alerter. Parce que sans ça, je ne veux pas revenir sur les événements douloureux que nous avons subis il y a quelques mois en arrière, mais je pense, parlant justement de ces attaques-là que le Bénin a enregistrées, s'il y avait cette communication-là, parce que d'une manière ou d'une autre, et je pense que c'est ce pourquoi le président de la République a compris l'enjeu d'aller justement au contact de ces pays-là. Si entre-temps, ces pays-là, et je pense bien que certains pays étaient informés, mais du fait que la communication était coupée à un certain niveau, je pense que c'est des choses qui ont joué en notre défaveur et c'est prenant justement leçon de ce qui s'était passé qu'on a compris que désormais il faut changer de fusil d'épaule, il faut pouvoir changer de paradigme et je pense que c'est dans cette droite ligne-là que désormais les pays de la sous-région comprennent l'enjeu de la montée du terrorisme qu'il faut pouvoir décourager d'une manière ou d'une autre, justement en faisant quoi? En développant les stratégies et que les services de renseignement de ces différents pays-là soient véritablement actifs et qu'on mette également les moyens adéquats à leur disposition pour que réellement on puisse conjuguer ce mal-là, pour que même si ce n'est pas totalement, disons, banni de l'Afrique, qu'on puisse savoir quand même que voilà un pas de franchi que désormais le terror, comme on les appelle généralement, qui franchit le seuil d'un pays, sache quand même qu'il a toute une armée de la sous-région derrière lui. Ouais. Et du côté du palais de la Marina, ce n'est pas du tout le grand repos entre deux voyages, des vagues de nominations et des décisions fortes. D'abord, les 12 préfets du Bénin sont désormais connus. Votre lecture sur le casting? Un casting de préfet, c'est vrai qu'il y a des départs, il y a également de nouvelles entrées, mais je retiens quand même que c'est une équipe de jeunes, puisque d'ailleurs au niveau de l'exécutif, c'est un jeune qui a les commandes. C'est une équipe de jeunes qui est appelée désormais pour le septennat prochain, décider de notre destin commun à nous tous. Et première lecture que je pourrais faire, oui, je pense que c'est le mérite de tout un chacun parce que vous et moi, nous ne sommes peut-être pas dans le secret des dieux. Comment ces positionnements-là ont pu être effectués, mais je pense que c'est au mérite de ces différentes autorités-là. Vous voyez par exemple un préfet du département du Koufo, je veux nommer un certain maître Rufino d'Almeida, ancien maire de la commune de Boïko, qui est plébiscité à ce rang-là. Il y en a également qui ont fait ce changement-là, disons, de région. Je prends le cas de la Takora qui va à la Donga, Déré Chabina, qui désormais est préfet du département de la Donga, et vice-versa. Je pense que tous ces mouvements-là, si ils ont pu être opérés, ce n'est pas le fruit d'un hasard, à mon humble avis. Toute analyse faite, je pense que ces préfets qui ont été reconduits
comme je le disais, c'est le mérite, c'est au regard également de ce qu'ils ont apporté comme changement, comme impact au niveau de leurs différentes localités. C'est sans doute à l'aune de cela que Romuald Wadagne et son équipe ont décidé de leur faire de nouveau confiance. Et pour moi, le plus important, c'est attaquer réellement les dossiers les plus urgents de la République, que ce soit au niveau territorial. Je prends le cas par exemple du Borgou. L'actuel préfet, il est vrai que son prédécesseur est monté en grade, désormais patron du ministère de l'Intérieur. Et je pense que le prédécesseur aussi doit s'inscrire dans la ligne tracée par son successeur, parce qu'on sait un peu, par exemple, pour le cas du Borgou, les réels, disons, défis. Même chose également pour d'autres communes pour lesquelles j'ai pu voir certains préfets revenir. Et je pense qu'en tout cas, pour ces personnalités-là, elles sont conscientes de l'enjeu de la situation et sans doute elles ne vont pas décevoir. Oui. Et les ministres conseillers sont aussi connus depuis cette semaine, on dirait. On dirait que la machine de travail du président Romuald Wadagne est à sa vitesse de croisière. Elle est à sa vitesse de croisière. On peut dire qu'elle est suffisamment huilée. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Je me disais peut-être, non pas que je ne suis pas content pour ces nominations-là. Mais je me dis, si effectivement on a pensé à reconduire ces ministres conseillers, c'est parce qu'ils ont un rôle, quoique important, qu'ils ont à jouer. Absolument. Je pense à mon humble avis. Il est vrai qu'on n'a pas trop senti, je dis on n'a pas trop senti, parce que sans doute, c'est parce que Patrice Talon était en fin de mandat, qu'on n'a peut-être pas trop senti ces ministres conseillers-là. On va dire certains. On les services sur le terrain quand même, malgré par moment expliquer les grandes décisions. Certains, mais bon, c'est un avis personnel. Je me dis combien de fois, au-delà de cette tournée-là de reddition de comptes, dans lesquelles on les a vus aller justement vulgariser, puisque je crois bien c'est l'heure de leur cahier de charge, aller vulgariser l'action gouvernementale, aller expliquer, aller au contact des populations, leur expliquer le bien fondé de tel. On a pu voir, c'est pour ça que je disais justement tout à l'heure, certains ministres. Mais après, on a vu certains ministres également conseillers peu productifs. Je veux espérer quand même avec cette nouvelle vague-là de nomination. Il y en a également dans le lot de ces ministres conseillers-là qui sont restés. Il y en a qui sont partis. Je pense quand même que tout ceci, c'est dans la droite ligne justement de l'accompagnement de l'action gouvernementale. Ce que les ministres de tutelle n'ont pas pu faire compte tenu de leur cahier de charge, je pense qu'il revient à ces ministres conseillers-là de continuer le travail sur le terrain et d'accompagner véritablement pour que, au finish, je pense que ces ministres conseillers aussi ont pour sans doute responsabilité d'être des vecteurs de communication en étouffant aussi de la désinformation. Il est vrai aujourd'hui qu'on n'a pas une opposition aussi tonitruante comme on a pu le constater par le passé, mais je pense quand même que si ils ont pu être positionnés à ces postes-là, c'est parce que justement, ils ont eu une mission et je pense qu'ils sont également conscients de cette mission, quitte à ce que dans les tout prochains jours également, parce que c'est sur ces différents chantiers-là, moi, analyse, je les attends. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le ministre et qu'on soit dans les 4 murs de son bureau et peut-être à déléguer des pouvoirs. Il faut aller au contact de ces populations, aller écouter réellement les réels besoins de ces populations. Je pense qu'il y en a quand même qui font le travail, ils font le job, qui sont contents. Oui, mais nommés, donc on les verra. On attend de voir dans les tout prochains jours. Mais un constat tout de même, on note le retour de plusieurs anciens politiques dans l'arène Wadagne. On sait que les premières nominations, notamment dans le gouvernement, c'était beaucoup plus constitué de technocrates. Mais avec les dernières nominations, on ressent beaucoup plus les couleurs politiques. Est-ce une manière pour le président Romuald Wadagne de contenter les partis politiques? Même s'il est vrai qu'au début, il n'était pas dit que ce serait un gouvernement de contentement, on peut dire peut-être avec ces dernières nominations, parce que, écoutez, au-delà de tout, on ne peut pas faire de la politique. La politique, c'est forcément, comme je le dis, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. La politique, quand vous posez un pas, c'est que vous espérez par la suite avoir un gain. Non, je crois que ces personnes positionnées, comme il peut y en avoir aussi dans le lot qui peut être frustré pour n'avoir rien obtenu, mais à ces personnes qui ont mouillé le maillot, je pourrais dire, écoutez, merci de vous calmer. Les nominations, je veux espérer que les nominations ne sont pas terminées et il y a beaucoup de choses dans la galaxie Wadagne qui restent à venir. Donc, je pense que si ces premières personnes, en tout cas, ces noms-là que nous avons vu circuler, on peut être positionné, c'est sans doute compte tenu de leur poids et de ce qu'elles ont pu mener comme action sur le terrain
à fort impact, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut aussi soutenir Omiad Wadagne et sa Galassi. Mais bon, l'autre chose, est-ce qu'on a pu convaincre aussi? Parce qu'il y a, comme le disent généralement certains de façon vulgaire, il y a le soutien dans le soutien. Et ça dépend aussi de votre poids dans votre circonscription électorale, de ce que vous apportez, quel est l'impact que vous avez. Aussi votre poids au sein de votre parti politique. Votre poids également au sein de votre parti politique. Je pense que vous voyez, quand vous avez un ministre conseiller comme Yahweh Dewo qui est revenu, on sait qu'il était justement le coordonnateur des ministres conseillers, mais qui revient aujourd'hui patron du ministère de la décentralisation. Ce n'est pas un fruit du hasard. Il est vrai que j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, président du parti politique l'Union progressiste, le Renouveau, qui a demandé aussi de mettre la balle à terre parce que au détour de certains remous, mouvements de mécontentement, si on peut le dire ainsi. Je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Quand on a mouillé le maillot, on attend forcément des rétributions. Mais je pense que quelle que soit sa position, quand on sait qu'on est patriote, la nomination viendra, la récompense viendra d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est de continuer par croire en ce que, quelles que soient les actions que vous posez, c'est pour le bonheur de ces 12 millions de Béninois. Et bon, le tout de tout un chacun viendra, comme on le dit généralement. Voilà. Merci à vous, Aziz Soulé. C'est toujours un plaisir. Bon dimanche à vous. À vous pareillement. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons à présent ouvrir la dernière ligne droite de cette émission. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou du boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 7044 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. En juin, avec Canal+. Le coupé du calé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. It's game time, yeah. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Mesdames et messieurs, il y a des voix qui chantent et il y a des voix qui racontent une histoire, qui portent une âme. Notre invité de ce dimanche fait indéniablement partie de cette seconde catégorie. De son vrai nom, Ursula Ludmila Bernice Djezoua Meroussou, le public la connaît et l'acclame désormais sous le nom de Singa. Révélée au plan international en 2012 lors du Castel Live Opéra,
Elle a longtemps mis sa puissance vocale et sa sensibilité jazz, soul et blues au service de grandes icônes de la musique comme le regretté Jacob Desvarieux, Angélique Kidjo, Sabouran Danielo et Singila, pour ne citer que celle-là. Mais depuis peu, Senghor a décidé de conjuguer son talent au présent de sa propre histoire. Des scènes de l'Institut français de Cotonou en ouverture de Pamela Badiogo aux soirées mémorables du Sénos Ben, elle s'impose aujourd'hui comme l'une des figures de proue de la nouvelle scène live béninoise. Senghor est une artiste entière, une voix de femme forte et inspirante que je vous laisse découvrir à travers ce clip. Jijopo do takwepo Echembio enyande zankese Baba manjo mindo chai one Dudu poshisyon chepo manflumio Baba manjo mindo chai ola Jijopo takwepo bionde Ire 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 Bada bani no lie. Nukundi do shedi choho enani. Dona chijoho yiko. Ebya jewenya rezon kese. Baba no chomi do chayo me. Dudu kwa shisho chepo manflumio. Baba no chomi do chayo la. Jijoho Bernice Oussou, elle est déjà en plateau, mais on l'appelle là, sur la scène Senghor. Bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui justifie tout de suite le choix du nom Senghor comme votre titre de scène? Merci à vous déjà pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être en votre compagnie. Alors, Senghor, c'est mon prénom indigène qui veut dire je suis capable de faire. Singa. Oui. D'accord. On fait dans notre dialecte pour dire un singa. Ah d'accord. Un singa. Oh d'accord. J'en suis capable. Donc Vous êtes la Benjamine d'une grande fratrie de 8. Est-ce que c'est le besoin de faire entendre au milieu de cette grande famille que la petite Ursula s'est donnée maintenant de la voix? Je ne dirais pas ça. D'accord. Je dirais plutôt donc la petite Ursula avait déjà de la voix depuis. Bien sûr. Et forte. Je dirais plutôt que c'est la musique qui m'a choisie. Je ne l'ai pas choisie. Ouais. Parce que à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner, j'ai voulu laisser, mais à chaque fois, je ne sais pas, il y a un truc qui me ramenait tout le temps à cela. Et c'est là j'ai compris que c'est peut-être ma voix et je respecte cette petite voix-là, ou ce truc-là qui fait qu'à chaque fois je reviens et je suis mon chemin. Et vous suivez le chemin. C'est vrai que vous êtes titulaire d'un BTS en communication d'entreprise, c'est bien cela? Tout à fait. Oui, mais vous dites, comme vous venez de le préciser encore, que c'est la musique qui vous a choisi, mais en 2012, votre grand frère vous a inscrit au concours Castel Live Opéra en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quel souvenir gardez-vous de ce moment précis où vous avez réalisé que votre place était définitivement sur scène? Alors 2012, c'est une année que je ne pourrai jamais oublier parce que c'est une année où tout a commencé
Et c'est une année où j'ai compris que il faudrait que je prenne quand même ce truc-là au sérieux. Parce qu'avant Castel à l'Opéra, pour moi, je ne chantais qu'à l'église. Je chantais juste pour chanter. Je ne savais pas que cela prendrait une autre tournure. La carrière professionnelle. Voilà, donc Castel à l'Opéra a été un truc révélateur pour moi, je vais dire. D'accord. Voilà. On sait que votre CV de choriste aussi est assez impressionnant. Vous avez accompagné des monuments comme le regretté Jacob Devarieux, Senghila, Angélique Kidjo, Saboran Danielo et récemment même Cécimé Nicanor, pour ne citer que cela justement. Qu'apprend-on dans l'ombre de ces grands maîtres de la musique comme Devarieux, Angélique Kidjo, Senghila? Alors c'est déjà un honneur de travailler avec ces grands noms-là. Ouais. Et quand on travaille avec ces personnes, on se rend compte que ce sont des personnes, je ne sais pas, je vais dire comme ça, mais c'est une école d'humilité. D'accord. Et de la discipline. C'est vrai, on ne finit jamais d'apprendre. Mais déjà, l'ambiance dans laquelle on travaille avec ces personnes, ils vous détendent. D'accord. C'est vrai qu'il y a de la rigueur. Mais ce n'est pas le genre de rigueur qui vous fait perdre les pédales. C'est très bien de travailler avec eux. Et voilà, ils vous inculquent. C'est pas comme si on ne savait pas, mais ils vous inculquent davantage la notion de la discipline et du travail bien fait. Et vous comprenez combien que ce n'est pas seulement le talent qui compte. La discipline et le travail, voilà, ce sont des choses importantes quand même dans le parcours d'un être humain, je vais dire. Ouais. On sait aussi qu'en 2019, parce que j'ai fait mes recherches d'ailleurs, votre chemin croise celui de Djababa, c'est bien cela. Tout à fait. Voilà, vous le qualifiez aujourd'hui de mentor, de père musical. Djababa qui est déjà passé 2 fois sur ce plateau, qui nous a fait même l'honneur de nous faire découvrir les mystères de la percussion. C'est carrément un artiste accompli, je le dis sur ce plateau, de la haute et intelligible voix. Vous qualifiez Djababa comme votre mentor ou votre père musical. En quoi cette rencontre a-t-elle transformé la choriste que vous étiez en artiste solo que vous êtes devenu aujourd'hui? Alors la rencontre avec Djababa fut l'une des rencontres les plus marquantes de mon parcours musical. En 2019, il avait organisé un atelier, une formation pour les femmes dans l'entrepreneuriat, dont le titre est l'entrepreneuriat féminin dans le domaine musical. Et ce qui m'a d'abord marqué, parce qu'ils avaient déjà clôturé. Et je suis tombée sur l'affiche comme ça. À la dernière minute. Voilà. Et quand j'ai vu, ça m'a automatiquement intéressée. Et j'ai écrit à Djamama. J'ai pris par Djamama pour accéder à Djababa. C'est vrai que nous tous, nous avions une idée. Vous savez que Djababa n'est pas facile. Et voilà, à la première impression. L'homme rigoureux. Oui, à la première impression, on sait ce que c'est. Mais au cours de la formation, déjà, il a accepté de me prendre. Quand bien même, il y avait déjà eu la clôture, c'était le premier point. Et au cours de la formation, j'ai découvert une autre facette, donc une autre personne carrément de ce qu'on a. Voilà. C'était quoi cette personne-là précisément? Il est humain. Ah oui? C'est vrai, il est rigoureux, mais il est humain. Et quand il te tend le bras, il te tend vraiment le bras. Et sincèrement? Oui. C'est vrai, aucun être sur terre n'est parfait. Djababa, d'accord, il a ses défauts et tout, mais il reste quand même un bon père. Il sait, je sais pas, comme un père, il sait le faire, quoi. L'équilibre entre le bâton et la carotte. Voilà, oui. il sait vraiment le faire. Et c'est parce que ce que je dis là, c'est au cours d'un échange, on était venu pour la formation et c'était fini et on était là, on a commencé à parler des faits de la vie. Et j'ai dit, ah, mais le monsieur, il était comme ça. Mais pourquoi, quand on le voit là, il est dur comme ça? J'ai compris que c'était peut-être une barrière à lui pour pouvoir se protéger. Bon, je le dis comme ça, parce que c'est comme ça, j'ai conclu. Voilà, c'est comme ça, ça a commencé avec Djababa et j'ai découvert
En fait, derrière, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. J'aime bien fonctionner avec les dates parce que je reviens encore sur une date qui est très importante pour vous, le 31 janvier 2025. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, le 31 janvier 2025 a été la première date dans mon parcours où j'ai donné un concert Singan. Singan. Et j'étais en première pour Pamela Badjogo, qui était en tournée. Voilà, donc... Vos souvenirs sont bien justes parce que le 31 janvier 2025, vous ouvrez la scène pour la Gabonaise Pamela Badjogo à Cotonou. On parle d'un public conquis par vos messages d'espoir. Qu'avez-vous ressenti ce soir-là en voyant que le public était venu pour votre univers? Ah mais attendez, c'est comme un enfant qui découvre pour la première fois le bonbon. Vous voyez un peu? Alors, et quand on découvre pour la première fois le bonbon, c'est quoi? Comment on se sent? Oh Seigneur, vous voyez un peu, non? C'est trop doux. Franchement, c'était une soirée remplie d'émotions. C'était comme un rêve qui avait commencé à prendre forme. Voilà, c'était vraiment bien. Ouais. Voilà. Ouais. Avant de continuer cet entretien, nous allons revivre rapidement ce clip qui est actuellement en train de cartonner un peu partout. C'est carrément un bon chef-d'œuvre de Singan. Nous allons encore suivre ça très rapidement avant de revenir en plateau avec la complicité de la technique. Baba manjo mindo chai one Dudu position cheko maflumio Baba manjo mindo chai ola Dija hopo da beko bionde Ire 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 Oh Maflumio Akobada bani no lie. Nukundi do shedi chaho enani. Dona chijaho yayiko. Ebya jewenya rezon kese. Baba no chomi do chayo me. Dudu kwa shisho cheko manflumio. Baba no chomi do chayo la. Dija hopo da beko bionde. Oh oh oh. Mon flumio. Tu until ma tête et ma cour des battes habiterait la maison de l'Éternel. Chaque jour chanterai ton nom dans ta maison, je resterai jusqu'à la fin de ma jour. Ire de Singan qui nous parle d'elle. Là, nous sommes en train de découvrir davantage l'artiste. D'abord, Ire, ça veut dire quoi? De quoi parle le clip précisément et c'est quoi Ire? Alors, Ire, cela veut dire bonheur. Bonheur, d'accord. Ire, c'est en Yoruba. Alors, Ire, c'est juste une chanson d'espoir pour pouvoir... C'est le genre de chanson qu'on peut écouter les matins avant d'aller au boulot pour se donner du peps. C'est pour motiver quelqu'un à ne pas lâcher prise. C'est vrai, dans la vie, il y a les difficultés et tout. Mais bon, à force de courage et de persévérance, on finit toujours par y arriver. J'implore le Père Céleste de ne pas nous lâcher, d'avoir sa main mise sur nous, de nous protéger, voilà. Ouais. On sait que vous affichez clairement votre ambition de faire rayonner la voix des femmes dans l'industrie musicale. Et quel est le message principal de Singan que Singan souhaite porter pour la jeune génération de filles qui n'osent pas encore chanter leur avenir? Alors, c'est vrai qu'on dit que tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. C'est clair. Et je ne suis pas la première
mais c'est toujours bien et on a toujours quelque chose à apporter à l'édifice. Alors, je dirais à mes sœurs qui ont peur, qui n'osent pas, d'oser. Parce que ce n'est pas en restant sur place qu'on va te découvrir. De ne pas avoir peur d'oser, de le faire. Parfois, elles ont peur de la honte, qu'on les décourage, elles ont peur de beaucoup de choses. Moi-même, dans un passé, j'étais comme ça. Vous avez vécu ça aussi? Bien sûr. Et ça s'est passé comment? Comment est-ce que vous avez pu traverser plutôt cette situation? La peur ne disparaît pas. Les doutes... La peur est toujours là? Oui, ne disparaissent pas. Mais il suffit juste qu'on prenne la décision de braver, parce que ce sont des montagnes. D'accord. De les braver et elles verront, parce que derrière ces montagnes-là, il y a de belles choses qui sont là-bas. Et voilà. Donc la peur ne disparaît pas, on vit avec la peur, on essaie de la dompter. Oui. D'accord. Et parmi vos objectifs, il y a celui de collaborer avec la grande Oumou Sangaré. Ça, c'est ce que j'ai appris pendant mes recherches. Et surtout de devenir ambassadrice culturelle pour une institution internationale. À quand le premier album studio pour sceller alors ses ambitions? Alors, actuellement, c'est vrai que je suis en train de me préparer pour une nouvelle sortie. Voilà. Et en termes d'album, on n'a pas encore un temps défini. Mais tôt ou tard, ça viendra. Ouais. On sait que vous visez beaucoup plus au Moussangaré et les institutions internationales. On sait que l'INF est en train de nous suivre en ce moment. Donc, certainement que le regard croisé ira dans un sens donné. Moi, je ne dis rien et je ne suppose rien. Je l'ai dit simplement, je n'ai rien dit d'autre. Vos projets des prochaines années, des projets à court et à moyen et à long terme, des clips, des featuring? Alors, à court terme, comme je viens de le dire, je me prépare actuellement pour une nouvelle sortie. D'accord. Très très bientôt. À court terme, sûrement qu'on organisera des concerts singants. Ouais. Au Bénin ou hors du Bénin? Au Bénin. D'accord. Parce que c'est toujours bien de se faire connaître chez soi avant d'aller ailleurs. D'accord. Donc voilà. Voilà les projets actuels. Il y a des featuring en cours également? Tout près là, non, pas encore. Pas tout de suite. Mais ce qui est sûr, ça va arriver. Ouais. Certainement qu'il y en aura beaucoup. Un message très rapidement pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, je remercie tous ceux et celles qui m'aiment, qui me suivent, qui me soutiennent. Et je leur promets de leur réserver beaucoup de choses, de toujours leur faire plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et vous ne partirez pas sans leur offrir ce cadeau, le cadeau de votre précieuse voix que vous avez déjà offert à travers des artistes émérites que nous avons connus, les Jacob Desvarieux, le regretter bien évidemment, et Sengila, d'autres. Mais là, nous voulons aussi découvrir cette voix-là sur Canal 3 Bénin, sur le grand format. Baba majomi do chai ome Duru position chepo mon flumio Baba majomi do chai ola Tijo hopo dagbe po bionde. Merci à vous, Singa, et bonne continuation à vous dans beaucoup, votre carrière et plein succès à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le grand format de ce dimanche 7 juin 2026. Merci de m'avoir reçu chez vous. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent sur Canal 3 Bénin. Retrouvez à 17h votre émission spirituelle hebdomadaire. En tant qu'âme, je suis libre. Le thème de ce dimanche, c'est la sagesse spirituelle, santé et guérison. Vous allez beaucoup apprendre dans cette émission. À 19h30, vous suivrez le journal du soir. Mais avant tout ceci, juste après moi, vous allez retrouver Tanguy Agoy et son invité, Anissé Carlos Oké. Bon dimanche à vous, en compagnie de Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.